Tiens, une info assez étonnante pour commencer. On percevrait le goût sucré bien avant de naître, via le liquide amniotique. Vous saviez ça? Ah oui, c'est fascinant. Ça montre à quel point cette appétence est ancrée. Et autre chose, ce sucre blanc, là, qu'on a partout, bah, c'est une création industrielle, en fait. Pas du tout un produit naturel à la base. Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on va décortiquer les points clés d'une discussion avec une médecin, une spécialiste du sucre, du diabète. L'idée, c'est vraiment de trier le vrai du faux sur le sucre, certains aliments, et puis ben, leur impact sur notre santé sans se perdre dans le jargon. Vraiment partout aujourd'hui. Et on voit bien les conséquences. Le surpoids, le diabète qui grimpe. Mais attention, le problème, c'est pas tant le sucre en soi, consommé raisonnablement, c'est plutôt l'omniprésence, la surconsommation quasi permanente dans notre alimentation moderne. D'accord? Mais alors, pourquoi on est si attiré par ça, par le sucre? Qu'est-ce qui se passe? C'est chimique et biologique. On a des milliers de capteurs sur la langue, spécialisés dans le sucre. Quand ils le détectent, hop, ça envoie un signal au cerveau qui active ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Mhm. Et là, le cerveau libère de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la satisfaction. D'accord. Et comme le cerveau adore cette sensation, bah, il en redemande. C'est pour ça que c'est si difficile de s'arrêter à un seul carré de chocolat, par exemple. Est-ce que ça veut dire que c'est une drogue fumée? On entend parfois ça. Alors, médicalement, non. Pas au sens strict. On ne développe pas les mêmes comportements extrêmes que pour une drogue dure, pour se procurer du sucre. Par contre, une forme de dépendance, oui, ça existe, souvent liée d'ailleurs à autre chose. Recherche de réconfort, troubles du comportement alimentaire. Je vois. Moi, j'aime bien l'image de l'ami envahissant. C'est sympa de temps en temps, mais il faut savoir lui dire stop, garder une certaine distance pour son propre bien-être. Un ami envahissant, pas mal comme image. Et si on n'arrive pas à garder cette distance justement, quels sont les risques concrètement? Ben, ils sont multiples malheureusement. D'abord les caries, ça c'est connu. Oui, Ensuite le surpoids, surtout si on ne bouge pas assez, parce que le corps, lui, il stocke ce sucre en trop sous forme de graisse. logique. Et ce surpoids peut mener au prédiabète. Là, le corps commence à peiner pour gérer le sucre, mais il compense encore. C'est une phase réversible si on agit. D'accord. C'est important ça, réversible. Oui, mais si rien ne change, ça peut évoluer vers le diabète de type 2. Et là, les mécanismes sont vraiment abîmés, c'est irréversible. Il y a aussi la maladie du foie gras non alcoolique, la NASH. Le sucre et les graisses s'accumulent dans le foie, qui n'est pas fait pour ça. Hmm. Et puis, être diabétique, ça augmente aussi indirectement le risque de certains cancers. Faut le savoir. Vous parlez du foie, ça m'amène à l'alcool. Quel rapport avec le sucre, la santé, le foie? C'est une très bonne question. Parce que le foie, sa priorité absolue quand il y a de l'alcool, c'est de l'éliminer. Il voit ça comme un poison, surtout pour le cerveau. D'accord. Du coup, il met un peu en pause ses autres tâches, comme la gestion des sucres et des graisses. Et certains alcools sont eux-mêmes très sucrés. Ah oui? Lesquels, par exemple? Le rosé, souvent bien plus sucré qu'on ne pense. La bière, qu'on appelle parfois pain liquide, c'est pas pour rien. Mhm. Le champagne brut ou un bon vin rouge, eux, sont généralement moins sucrés. Mais bon, au-delà du sucre, c'est l'alcool lui-même qui est toxique à haute dose. Donc la modération, c'est vraiment la clé. Ok. Et les petits trucs de grand-mère ou les idées reçues, genre le coca sans bulle après une soirée arrosée, ça marche ou c'est un mythe? Alors, il y a un fond de vrai et beaucoup d'approximations. Le coca contient de la caféine, ça peut aider un peu pour le mal de tête, oui. D'accord. Ah, ça. Et le jus de citron le matin, à jeun. Très tendance, ça. Oui, alors c'est bien pour la vitamine C, c'est sûr. Mais pareil, c'est très acide. Pour les estomacs fragiles, à jeun, c'est pas forcément une bonne idée. Mieux vaut peut-être le diluer ou le prendre pendant un repas. Bon, parlons aliments concrets. L'avocat. Longtemps on a dit trop gras. Ah, l'avocat, il a fait son grand retour. Et à juste titre, c'est une mine de bons gras, de fibres, de nutriments vraiment intéressant. En manger un demi, voire un entier un jour sur deux, c'est une bonne chose. Super. Le chocolat. Noir versus blanc. Alors là, il n'y a pas photo. Le noir, à partir de 70 de cacao, c'est oui. Pour les polyphénols, le magnésium, c'est un petit plaisir qui peut être bénéfique. Hmm. Le blanc, par contre, c'est essentiellement du beurre de cacao, du sucre, du lait en poudre, très peu d'intérêt nutritionnel, beaucoup de sucre et de gras, à limiter fortement. D'accord. Et si on compare, disons, le Nutella et une tartine beurre confiture classique, ou les saucisses type knacky. Oula! Le Nutella, bon, c'est ultra transformé, très riche en sucre et en huile de palme.
Pour un plaisir très très occasionnel, peut-être. Mais au quotidien, la tartine pain complet, un peu de beurre, un peu de confiture ou de miel, c'est quand même plus simple et souvent meilleur. Et les knackis? C'est l'archétype du produit industriel ultra transformé. On ne sait pas toujours bien ce qu'il y a dedans. Mieux vaut franchement privilégier un bon steak haché et du jambon de qualité, des produits moins retravaillés. Un dernier exemple, qui revient souvent, les sardines en boîte. Les sardines, ça c'est formidable. Ah oui? Oui, c'est bourré d'oméga 3, excellent pour le cœur et le cerveau. C'est riche en protéines, en calcium, si on mange des arêtes, c'est pas cher. Et comme c'est un petit poisson au début de la chaîne alimentaire, il accumule beaucoup moins les métaux lourds que les gros poissons comme le thon. Vraiment un super aliment. Bon à savoir. En fait, l'idée générale, c'est d'avoir une alimentation de base saine, avec des produits bruts, peu transformés, et de s'autoriser des exceptions de temps en temps. Le problème, c'est quand on mange comme si c'était la fête tous les jours. Là, l'organisme sature. Mais une bonne pizza, un bon resto une fois de temps en temps, si le reste de la semaine est équilibré, ça n'a pas d'impact négatif majeur. C'est la régularité qui compte. Donc, bien manger, c'est la base, mais il n'y a pas que l'assiette, j'imagine. L'hygiène de vie globale, ça compte aussi. Ah mais complètement, c'est un tout. L'activité physique, par exemple, c'est absolument fondamental. Pourquoi exactement? Pour plein de raisons. Déjà, bouger au moins 150 minutes par semaine, ça réduit drastiquement le risque de développer un diabète. Ensuite, le sport, ça aide surtout à ne pas prendre de poids. Ça augmente le métabolisme de base, l'énergie qu'on brûle, même au repos. Mhm. Et un truc moins connu, ça active la circulation de la lymphe. C'est notre système un peu comme déboueur interne. Et avec l'exercice, il devient jusqu'à 40 fois plus efficace pour éliminer les déchets. Incroyable. Oui, c'est pour ça aussi que le tour de taille est souvent un meilleur indicateur de santé que juste le poids. Il reflète mieux la graisse viscérale, celle qui est autour des organes. Et le sommeil alors? On en parle moins peut-être? Alors que c'est crucial. Le manque de sommeil chronique, ça dérègle tout, notamment les hormones qui contrôlent la faim et la satiété. Moins on dort, plus on a tendance à grignoter et à grossir. D'accord. Un conseil simple mais efficace: évitez les écrans, la lumière bleue, au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Ça excite le cerveau et ça retarde l'endormissement. Très clair. Donc, pour résumer un peu, voir le sucre comme cet ami envahissant, privilégier le moins transformé possible, bouger régulièrement et bien dormir. C'est un peu ça les piliers. C'est tout à fait ça. La modération, le naturel, le mouvement et le repos. Et peut-être une dernière pensée pour la route. Notre corps, il n'a pas beaucoup changé depuis la préhistoire. Il est programmé pour stocker l'énergie en cas de famine. Hmm. Comment on fait cohabiter ce corps ancien avec notre environnement moderne d'abondance alimentaire quasi illimitée? C'est un vrai défi. Ou juste réaliser qu'après 20 ans, on prend physiologiquement environ 1 gramme par jour, juste par le vieillissement normal. Ça incite à une vigilance, douce mais constante. Une question et un fait qui donne à réfléchir. Fin de cette exploration sur le sucre et notre santé.